Alors, rebonjour. Cette fois-ci pour le grand 4. Donc, après l'énergie cinétique et le théorème de l'énergie cinétique, l'énergie mécanique et sa conservation. Alors, juste avant de passer au petit 1, énergie mécanique, je vous rappelle, c'est l'énergie cinétique et l'énergie potentielle ensemble, donc énergie cinétique plus énergie potentielle. Et conservation, ça voudrait dire qu'elle se conserve. Donc, et conserver, ça veut dire que la valeur reste la même avant et après, au début et à la fin. Alors, ça commençait avec l'énergie potentielle. Alors, on en a déjà parlé de l'énergie potentielle dans le TP la dernière fois. Et dans cette partie du chapitre, on va expliquer pourquoi l'expression de l'énergie potentielle, c'est mgz et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, d'où ça vient l'énergie potentielle? C'est que à toute force conservative, alors nous, la seule qu'on connaît comme force conservative, c'est le poids. Je rappelle qu'une force conservative est une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Et à toute force conservative, on associe une énergie potentielle. C'est comme ça en physique. Et donc, comme le poids est une force conservative, on va lui associer une énergie potentielle qu'on va appeler énergie potentielle de pesanteur en rapport au poids. Et on va la noter E pour énergie et P pour potentiel. Alors, elle va concerner cette énergie potentielle, tout ce qui est en interaction avec la Terre, donc tout ce qui subit la force exercée par la Terre. Alors, ce qu'il faut savoir, ça je vous le balance comme ça, c'est la vérité, mais il faut savoir que la variation d'énergie potentielle de pesanteur entre un point A et un point B, donc sur un déplacement, encore une fois, il faut qu'il y ait un déplacement, ce sera l'énergie potentielle finale, donc du point B, moins l'énergie potentielle du point initial, donc du point A. Et c'est quoi par définition? C'est l'opposé du travail du poids sur ce même trajet. Donc ce sera moins le travail, donc W, sur le déplacement AB du poids P. Je rappelle que le travail, c'est une énergie, la preuve encore une fois, et l'énergie potentielle seront exprimées du coup tous les deux en joules. Donc ça faut le savoir. C'est comme ça. Alors j'ai pas mis de petit cœur, mais il faut un petit cœur, c'est-à-dire que la variation d'énergie potentielle, c'est l'opposé du travail du poids sur le déplacement en question. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire du coup? Alors, vous aviez à essayer de compléter. Si je veux, sur ce schéma-là, donc j'ai un système qui est soumis à son poids, qui va du point A au point B. Donc le poids est toujours vertical vers le bas. Et le point de départ A a une altitude ZA, et donc il y aura une certaine énergie potentielle au point A, que je vais noter EPA. Et le point B a une altitude ZB, et donc au point B, le système aura une énergie potentielle que j'appellerai EPB. Alors si on applique ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la variation d'énergie potentielle, c'est moins le travail du poids. Alors le travail du poids, on sait que le travail du poids, c'est mg ZA moins ZB. Alors Z du point de départ moins Z du point d'arrivée. Si le point de départ c'est A et que le point d'arrivée c'est B, donc là on évolue comme ça, d'accord? Si c'est ça, on aura du coup que le travail du poids c'est mg ZA moins ZB entre parenthèses. Et comme par définition la variation d'énergie potentielle c'est EPB moins EPA et c'est moins le travail du poids, donc c'est moins ça sera moins tout ça. Donc moins mg ZA moins ZB. Alors, moins ZA moins ZB entre parenthèses, si je veux enlever le moins ici, j'ai juste à changer le ZA et le ZB. Donc, j'ai aussi le droit d'écrire que la variation d'énergie potentielle entre A et B, c'est mg entre parenthèses ZB moins ZA. J'ai pris l'opposé de ZA moins ZB. Donc, si je développe, j'aboutis à mg fois ZB moins mg fois ZA. J'espère que vous êtes tous d'accord. Du coup, la variation d'énergie potentielle, c'est EPB moins EPA. Et qu'est-ce qu'on voit? Ça serait EPB, ça serait ça, d'accord? Et EPA, je vais changer de couleur, ça veut dire que EPA, ce serait, donc il est là, moins EPA, ce serait ça. Donc du coup, on arrive à EPB égale mgZB et EPA égale mgZA. C'est-à-dire que l'énergie potentielle en un point, c'est la masse du système fois petit g fois l'altitude en ce point. Au point B, c'est ZB, au point A, c'est ZA. Donc, c'est super. Ça veut dire qu'on va pouvoir donner une définition de l'énergie potentielle de pesanteur. Et on va dire que pour un système de masse petit m, qui se trouve à une altitude Z en un point, l'énergie potentielle de ce système sera mg fois Z. M, sa masse en kilogrammes, G, l'intensité de la pesanteur à cet endroit-là, et Z, l'altitude du point où se trouve le système.
M en kilos, G en newton par kilogramme, Z en mètres et l'énergie potentielle en joules. Alors pour les énergies potentielles, il faut toujours une référence. Donc elle est donnée en général ou c'est vous qui la choisissez si nécessaire, mais à votre niveau on ne la choisit pas. Souvent au niveau du sol, donc on se place à une énergie potentielle, donc à Z égale 0, on choisit une énergie potentielle qui vaut 0 joules. Donc c'est l'énergie potentielle de référence. Et on a souvent, donc du coup, un axe Z, c'est assez logique, dirigé vers le haut. Donc ici, je vous ai remis un petit schéma pour une balle, par exemple, qui se trouve à une altitude H. Si l'énergie potentielle est nulle au niveau du sol, l'énergie potentielle de cette balle à cette altitude, ce sera mg fois son altitude Z, et l'altitude Z vaut la hauteur à laquelle se trouve la balle, donc ce sera mgh. Plus l'altitude va être grande, plus l'énergie potentielle va être grande. Et alors ça, c'est assez logique à comprendre, puisque l'énergie potentielle, c'est quoi? On l'a expliqué dans le début de ce chapitre. Enfin, j'ai essayé de vous l'expliquer. L'énergie potentielle, pourquoi on dit potentielle? C'est parce qu'on ne la voit pas au départ, mais que quand on va lâcher le système, cette énergie potentielle qu'on ne voyait pas va se transformer en énergie cinétique. Et là, on va voir que la balle, par exemple, ici, accélère et donc que l'énergie cinétique augmente. Si l'énergie cinétique augmente, elle n'apparaît pas comme ça, cette énergie cinétique. Donc ça veut dire qu'au départ, il y avait un réservoir d'énergie. Et ce réservoir d'énergie, c'était sous quelle forme? Sous forme d'énergie potentielle et due à l'altitude. Plus on est haut, plus on va acquérir une vitesse grande au cours de la chute. Donc plus il y avait de l'énergie au départ. Donc ça à retenir, plus c'est haut, plus il y a une énergie potentielle et du coup, plus cette énergie potentielle va pouvoir être convertie en énergie cinétique importante. Alors, deuxième point, l'énergie mécanique. Alors, dans le TP, on en avait déjà parlé. L'énergie mécanique, c'est la somme de l'énergie cinétique du système et de son énergie potentielle. Toutes ces énergies s'expriment en joules. Et c'est là qu'on peut regarder, re-regarder le TP que vous avez fait la semaine dernière et la correction que je vous avais fait parvenir, ainsi qu'une petite animation que je ne vous remets pas ici, que vous pouvez regarder chez vous tranquillement. Alors, si je regarde le TP justement au niveau du bilan de ce qu'on a vu, hop. Alors, au niveau du TP, donc ça c'était quoi? C'était l'étude d'une balle qui était lancée d'une personne à l'autre. Donc c'était cette vidéo-là sur la TIS. Si on la, je fais la lecture, s'il veut bien, parce que voilà, je recommence. Voilà. Donc une balle était lancée d'une personne vers une autre et on avait une trajectoire parabolique. On a fait l'étude de ce mouvement au niveau des différentes énergies. Alors voilà ce qu'on obtenait en bleu pour l'énergie cinétique, en rouge pour l'énergie potentielle et en vert pour l'énergie mécanique. Alors on voyait quoi? On voyait que l'énergie mécanique était une constante. Donc là on va pouvoir dire qu'elle est constante et qu'elle se conserve. On voit que l'énergie potentielle augmente. Alors c'est normal puisque au départ on avait la balle à un endroit et l'altitude augmente, d'accord, puis ensuite diminue. Donc l'énergie potentielle a cette forme-là. Et l'énergie cinétique, forcément elle diminue puis réaugmente. Pourquoi elle diminue? Parce que la vitesse diminue et ensuite comme on retombe, la balle retombe, la vitesse augmente. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a évidemment un ping-pong entre énergie potentielle et énergie cinétique, c'est-à-dire que quand l'énergie cinétique augmente d'une quantité, je répète, quand l'énergie potentielle augmente d'une certaine quantité ici, l'énergie cinétique diminue de la même quantité. Donc, il y a conversion d'une forme d'énergie en l'autre. Il n'y a pas ici d'énergie qui est perdue. C'est-à-dire que l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle exactement et inversement. Il n'y a pas de perte du tout au niveau énergétique. Et alors pourquoi il n'y a pas de perte ici? Parce qu'on considère à la faible hauteur à laquelle nous nous trouvons que la seule force qui s'applique sur la balle, c'est son poids. Il y a uniquement le poids qui s'applique ici. Et on négligera les frottements de l'air. Et la preuve en est, grâce à nos courbes d'énergie, on voit qu'en fait, il n'y a pas de perte. Donc, il n'y a pas de frottement ici. On pourra considérer qu'il n'y en a pas. Tellement négligeable qu'en fait, il n'y a pas de problème. Autre situation qu'on avait étudiée, c'était le pendule. Alors, ça, c'est encore les courbes d'énergie au niveau du pendule. En bleu, l'énergie cinétique, en rouge, l'énergie potentielle et en vert, l'énergie mécanique. Alors, je vous remontre la vidéo pour qu'on visualise bien les choses. Alors, s'il veut bien, évidemment, parce que
c'est toujours pareil. Donc c'était cette vidéo-là, pendule simple. Donc on avait un pendule qu'on fait osciller. Alors si je la lecture, donc je l'écarte de sa position d'équilibre et le pendule oscille. Alors le pendule qui oscille, il est soumis à quelle force? Le poids. Donc si je décale un petit peu, alors je reviens au départ et je décale, voilà, hop, je vais le mettre là. Il est soumis donc à son poids, ce pendule, et à, là il y a un fil mais qu'on ne voit pas bien sur la vidéo, et à la tension du fil. Là encore, il y a des frottements de l'air qui vont être négligeables. On a la tension et le poids. Et alors qu'est-ce qui se passe quand on fait les courbes, quand on fait le développement et qu'on obtient les courbes d'énergie? On voit qu'encore une fois l'énergie mécanique se conserve. Il n'y a pas de perte, elle est constante cette énergie mécanique, et que l'énergie cinétique en bleu, l'énergie potentielle, c'est encore du ping-pong, c'est-à-dire que quand l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente de la même quantité et inversement. Donc il y a conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle et inversement sans perte, on ne perd rien. Donc ça voudrait dire qu'ici, la conservation de l'énergie mécanique se fait s'il n'y a pas de frottement, si on considère qu'il n'y a pas de frottement. Alors, comment en être sûr? Il y avait une dernière vidéo, alors voilà ce qu'on obtenait, qui était la vidéo d'un pendule, mais cette fois-ci amorti. Alors, c'était oscillation frottement solide. Alors ça veut dire quoi frottement solide? C'est qu'on va faire osciller le pendule, mais il va y avoir des frottements. Alors solide, ça veut dire que ça ne va pas juste être avec l'air, pour bien amortir le pendule, parce qu'avec l'air, c'est un peu plus compliqué. Et donc, si on regarde, le pendule oscille, mais l'amplitude va diminuer de plus en plus et le pendule va finir par s'arrêter à cause des frottements solides ici avec le sol. À chaque fois qu'il va passer là, il va y avoir un frottement. Et donc dans ce cas-là, au niveau des énergies, on obtient quoi? C'est assez flagrant. En rouge, l'énergie cinétique ici, en bleu, l'énergie potentielle et en vert, l'énergie mécanique. On voit que là, il n'y a plus de conversion sans perte. C'est-à-dire que quand l'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue et inversement, mais à chaque fois, on perd de l'énergie au fur et à mesure. Et on voit que l'énergie mécanique diminue pour s'annuler à la fin. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a perte d'énergie, que l'énergie mécanique ne se conserve pas. Donc s'il n'y a pas de frottement, l'énergie se conserve. S'il y a frottement, l'énergie ne se conserve plus. Et alors, où part l'énergie? Parce qu'il n'y a pas d'énergie qui disparaît. L'énergie, elle part à cause des frottements et elle part sous forme d'énergie thermique. C'est-à-dire que toute l'énergie qui manque entre donc l'énergie mécanique, elle est là. C'est-à-dire que si l'énergie mécanique qui se conserverait, elle devrait rester là. Toute cette énergie-là, toute l'énergie qui est perdue au fur et à mesure, donc toutes ces énergies-là, c'est de l'énergie thermique, c'est de l'énergie qui part sous forme, donc désolé pour l'écriture avec la souris, qui part sous forme de chaleur vers le milieu extérieur. On parle d'énergie thermique. Mais il n'y a pas de disparition, d'accord? C'est-à-dire que c'est de l'énergie, donc en général, ça va chauffer. Alors, de là à s'en rendre compte, c'est une autre affaire, mais ça va chauffer. C'est-à-dire que le milieu extérieur va avoir une température qui augmente légèrement à cause de cette énergie qui est perdue dans le milieu extérieur. Donc, au final, voilà ce que vous avez à retenir au niveau du bilan. S'il n'y a pas de frottement, on pourra considérer que l'énergie mécanique se conserve, donc elle est constante. Donc il faudra retenir, c'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie mécanique, on peut l'appeler aussi comme ça. L'énergie mécanique qui vaut EP plus EC est une constante, donc ça veut dire que la variation d'énergie mécanique est nulle. Donc finale, initiale, c'est la même énergie mécanique. Dans quel cas on a ça? Il ne faut pas qu'il y ait de frottement, et c'est le cas si le système est soumis à des forces conservatives, donc comme le poids. Et alors dans le cas du pendule, pourquoi ça marche aussi malgré la tension du câble? Parce que la tension du câble ne travaille pas. On l'a vu avec Tarzan dans la vidéo précédente, la tension du câble, elle est toujours perpendiculaire à la trajectoire et donc du coup au déplacement. Et donc du coup, elle ne travaillera pas. Donc ça n'interviendra pas au niveau énergétique ici. Donc voilà ce que vous auriez pour un pendule schématiquement, énergie potentielle, énergie cinétique qui se renvoie la balle en gros, et l'énergie mécanique qui est constante. Donc, il n'y a pas de souci, ça c'est ce qu'on a vu dans le TP. Si maintenant, il y a des frottements, donc des frottements avec l'air, des frottements avec autre chose, avec le sol, etc., à cause des forces de frottement qui ne sont pas conservatives, on l'a vu, il y a de dissipation de l'énergie. Donc, il y a de l'énergie qui va
être convertie en énergie thermique qui va être perdue vers le milieu extérieur. Et dans ce cas-là, l'énergie mécanique ne se conserve pas et la variation d'énergie mécanique existe et va être négative. C'est-à-dire qu'on va perdre de l'énergie, donc énergie finale moins énergie initiale, ça va être négative évidemment. Et toute cette énergie perdue, là, par exemple à ce moment-là, c'est de l'énergie thermique qui va être égale, comme c'est à cause de la force de frottement, cette énergie perdue est égale au travail des forces de frottement. Donc si vous voulez connaître le travail des forces de frottement, et que vous connaissez la variation d'énergie mécanique, puisqu'en général à la fin on arrive à 0, vous pouvez faire la variation d'énergie mécanique, la calculer, et vous trouverez le travail des forces de frottement. Ça peut être utile pour trouver ensuite la valeur de la force de frottement par exemple. Donc attention, transfert thermique vers l'extérieur. Donc pareil, une petite vidéo à regarder si vous le souhaitez. Alors au niveau des exercices que je vous proposais par rapport à cette énergie mécanique, mais certains de ces exercices sont résolvables aussi avec le théorème de l'énergie cinétique. Donc il y a certaines questions que vous avez peut-être traitées avec le théorème de l'énergie cinétique. Alors ici, vous avez des montagnes russes, donc un wagon, avec des pentes évidemment non rectilignes ici. Et donc, on vous donne une portion de circuit avec évidemment ici, comme si on avait un axe au Z dirigé vers le haut et certains points, le point A, le point B, le point C, avec certaines distances ici. Donc par exemple, on aurait l'altitude du point B qui pourrait être considérée comme nulle, l'altitude du point C ce serait 4 mètres et l'altitude du point A 12 plus 4 par rapport à 0, donc ça fait 16 mètres. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que la valeur de la vitesse sur le parcours est limitée à 60 km/h. Ensuite, on suppose que les frottements et l'action de l'air sont négligeables. Donc pas de frottement, donc tout de suite ça doit faire tilt pour vous. Pas de frottement, donc l'énergie mécanique va pouvoir se conserver. Le travail de la force exercée par la piste sur le wagon est nul sur tout le trajet. Alors je vous ai dessiné les forces ici. Votre wagon, il est soumis au poids, d'accord, et à la réaction de la piste sur le wagon. Cette réaction de la piste sur le wagon, elle est tout le temps perpendiculaire. Par exemple, si je me place ici, d'accord, sur cette portion de trajectoire, oh là 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 là, la réaction du support, elle est comme ça. Et donc, elle est toujours perpendiculaire à la trajectoire et au déplacement. Donc, du coup, son travail sera nul. Voilà. Et ensuite, le wagon quitte la position A sans vitesse initiale. Donc là, ça veut dire que VA égale 0. On traduit directement mètres par seconde. Alors, on y va. Justifier que la valeur maximale de la vitesse du wagon est atteinte dans la position B. Alors là, on ne vous demande pas forcément de faire de calcul. Il faut justifier qu'on a une vitesse maximum au point B qui est du coup à l'altitude minimale par rapport au parcours. Alors, comme il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique va se conserver. Et il n'y a pas du coup, l'énergie mécanique va se conserver. Donc, s'il y a conservation de l'énergie mécanique, il va y avoir conversion de l'énergie potentielle en énergie cinétique et pas de perte sous forme thermique. Donc, l'énergie cinétique, la plus grande, ce sera là où on a la vitesse la plus grande. D'accord ? Et ce sera donc là où l'énergie potentielle sera la plus petite, puisqu'on a une conversion d'énergie cinétique en énergie potentielle. Donc, ici, au point A, c'est là où l'énergie potentielle est la plus grande. C'est là où l'énergie cinétique sera la plus faible, donc vitesse plus faible. Où est-ce qu'on a l'énergie potentielle la plus faible ? C'est au point B, là où l'altitude est la plus faible. Donc c'est là où l'énergie cinétique sera la plus grande. Donc c'est au point B qu'on aura la vitesse la plus grande. Puisque énergie cinétique et énergie potentielle se convertissent mutuellement. Ensuite, donner l'expression littérale de l'énergie mécanique du wagon au point A. Donc l'énergie mécanique du wagon, c'est énergie cinétique plus énergie potentielle. Donc ici, au point A. Donc énergie mécanique, c'est énergie cinétique plus énergie potentielle au point A. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv carré. Donc ce sera 1 demi de m fois va au carré plus mgz pour l'énergie potentielle et za pour le point A. Ensuite, on sait que va égale 0 puisque le wagon part sans vitesse initiale. Donc du coup, toute cette partie-là
va s'en aller. Et donc, il nous reste pour l'énergie mécanique mgZA pour l'énergie mécanique au point A. On vous demande la même chose. Alors, on vérifie quand même qu'on a bien répondu. En fonction de l'altitude du point A, de la valeur du champ de pesanteur Cg et de la masse M. Donc, on est bon, on a ces trois choses-là. Le point B, on veut son énergie mécanique également en fonction de la valeur de la vitesse, au point B, de son altitude et de sa masse. Alors là, on fait pareil. L'énergie mécanique au point B, c'est l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B. Énergie cinétique 1,5 de mv carré, donc 1,5 de m fois v au point B au carré, plus l'énergie potentielle mgz, donc mgzb puisque c'est le point B. Alors ici, VB n'est pas nul, donc ça ne va pas s'annuler. On ne sait pas du tout combien vaut VB. Et ZB, alors moi j'ai mis que ça pouvait être 0, mais on ne le sait pas en fait. On n'a pas l'altitude du tout, donc on va garder mgzb. Alors est-ce qu'on est bon? On a la vitesse, on a l'altitude, on a sa masse, d'accord? Et on a aussi G évidemment qui intervient. Je ne le disais pas, mais c'est obligatoire. Alors, déduire des questions précédentes, l'expression littérale, donc là, ce n'est pas une valeur, l'expression littérale de VB. Alors, on a dit qu'il n'y avait pas de frottement. Donc, s'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Ça veut dire qu'elle ne va pas changer entre le point A et le point B. L'énergie mécanique au point A sera égale à l'énergie mécanique au point B. Puisque ça se conserve, donc la variation est nulle. Alors, on a du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va égaliser l'énergie mécanique au point A, donc mgza, et l'énergie mécanique au point B. 1,5 de mvb carré plus mgzb. On aboutit à ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les m, ils sont dans tous les membres. Donc déjà, ils vont pouvoir s'annuler. D'accord? Ensuite, on veut l'expression littérale de VB. Donc il va falloir manipuler la formule pour pouvoir isoler le VB. Alors déjà, on va faire passer le plus GZB de l'autre côté. Donc on arrive à 1,5 de VB carré. Vous pouvez écrire si ce n'est pas clair pour vous. Parce que moi, je n'ose pas le faire, ça va être trop moche avec ma souris là d'écrire avec. Donc faites-le sur une feuille à part. Donc je répète, on va faire passer le GZB de l'autre côté. Donc ça nous fait 1,5 de VB carré égale GZA moins GZB. D'accord? Du coup, vous pouvez mettre G en facteur et ça fait G facteur de ZA moins ZB. Fermez la parenthèse. Ensuite, il nous reste le 1,5 de VB carré. Donc, on va faire passer le 2 de l'autre côté. Donc, ça nous fait VB carré égale 2 fois G fois ZA moins ZB. Et ensuite, pour avoir VB, on passe à la racine. Donc, VB égale racine carrée de 2G fois ZA moins ZB. D'accord? Donc, ici, la masse ne servait pas, évidemment. Ensuite, dernière question, la limitation imposée par la commission de sécurité est-elle respectée sur l'ensemble du parcours? Alors on va voir, on nous rappelle, on nous dit qu'il faut que ce soit limité à 60 km/h. Donc il va falloir trouver VB, qui est la vitesse maximale sur le parcours, et vérifier qu'elle est inférieure à 60 km/h. Donc il suffit d'appliquer ça. ZA, on est à 16 mètres. ZB, on peut considérer que c'est 0, donc ZA moins ZB, on est à 16 mètres. D'accord? G, on l'a, 9,81, et 2. Et on prend la racine de tout ça. Alors évidemment, attention, on trouve le résultat en mètres par seconde, donc 17,7. Il faut faire une petite conversion pour trouver des kilomètres par heure. Alors pour passer de mètres par seconde à kilomètres par heure, on multiplie par 3,6. Alors d'où ça vient? Je vous laisse retrouver. Ça vient du fait que 1 heure, c'est 3600 secondes et qu'un kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc si on veut passer de mètres à kilomètres, on est obligé de multiplier par 10 puissance moins 3. Donc on divise par 1000. Et si pendant 1 seconde, on parcourt 17,7 mètres pendant 1 heure, c'est-à-dire 3600 secondes, qu'est-ce que je raconte? Oui, il faut multiplier, pendant 1 heure, on va évidemment parcourir une plus grande distance. Il faut multiplier par 3600 pour avoir ce qu'il faut. Donc, on multiplie par 3600 et on divise par 1000. Donc, du coup, on multiplie par 3,6. Et on aboutit à 63,8 km/h. Donc, on pourrait dire que ça dépasse les 60 km/h. Donc, du coup, ça ne va pas.
Donc la limitation n'est pas respectée. Mais on pourrait se dire aussi que toute cette démarche, elle a été faite en ne tenant pas compte des frottements et que s'il y avait eu des frottements, bah évidemment, il y aurait une perte énergétique sous forme d'énergie thermique et que du coup, la vitesse au point B bah, aurait été moins grande puisque l'énergie cinétique aurait été moins grande et que du coup, on aurait une vitesse moins grande. Voilà. Donc forcément, nous, c'est une approximation puisqu'on néglige totalement les frottements. Ici, hein, on est quand même sur une piste pour négliger les frottements. Bon, là, c'est pour simplifier, mais là, je pense qu'il y a quand même des frottements, évidemment. Parce que sinon, il faudrait un coussin d'air ou quelque chose comme ça, ce qui n'est pas vraiment le cas sur les manèges comme cela. Alors, deuxième exercice. Après l'autre, vous le ferez tout seul. Donc, c'est une histoire de jongleur. Donc, vous avez un jongleur qui lance une balle dont on vous donne la masse. Et la balle quitte la main à une altitude ZA égale 1,50 m et s'élève à une altitude ZB égale 5 mètres. Donc ça veut dire que la balle, elle va avoir un mouvement ascensionnel et que cette balle, elle va avoir au départ, donc si je dessine, je vais le dessiner ici, la balle, l'altitude ZA, donc au départ, et elle va monter jusqu'au point B d'altitude ZB. Donc là, on a le point B et là, on a le point A. Donc j'ai dessiné un axe évidemment au Z à ce moment-là. On néglige les frottements de l'air et on assimile la balle à un point matériel. Alors quelle est ici la force qui s'applique, hein, avant même de lire les questions, hein, vous pouvez vous poser la question. Il n'y a pas de frottement, d'accord? Donc la seule force qui va s'appliquer, c'est le poids. D'accord? Donc vertical vers le bas. Alors, donner l'expression de l'énergie mécanique au moment où la balle quitte la main. Donc, c'est au point A. La main, évidemment, n'intervient plus. Donc, ici, c'est quoi l'énergie mécanique? C'est la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. Donc, c'est ça. L'énergie potentielle, ce sera mg fois l'altitude du point. Donc, ici, du point A. Donc, mgza. Et l'énergie cinétique, 1,5 de mv au point A. Donc V0 pour vitesse initiale, hein, V0 au carré. Alors pourquoi j'ai pris V0 parce que là, il nous demande tout à la fin de montrer que la vitesse de la balle lorsqu'elle quitte la main vaut V0 égal. Donc j'ai gardé la notation qu'il proposait dans l'énoncé. Donc 1,5 de m V0 carré. Donc au point A, donc au point de départ, l'énergie mécanique vaut mgza plus 1,5 de m V0 carré. On vous demande la même chose pour le point où la balle atteint le point le plus haut. Moi, j'ai appelé ça le point B. Enfin, eux aussi, hein, d'ailleurs. C'est énergie potentielle plus énergie cinétique. Donc, ça fait énergie potentielle mgzb, énergie cinétique 0. Alors, pourquoi l'énergie cinétique vaut 0 au point le plus haut? Parce qu'à l'altitude maximale, c'est là où elle arrive au plus haut, il n'y a plus de vitesse, puisqu'après, que va faire la balle? Elle va redescendre. Donc la vitesse initiale, la vitesse au point B est nulle. Donc l'énergie cinétique est nulle. Donc pour l'énergie mécanique au point B, on a mgzb. On nous demande de montrer que la vitesse de la balle lorsqu'elle quitte la main du jongleur peut s'écrire comme ça. Alors vous reconnaissez toujours la racine avec 2g. Bon, c'est toujours un peu la même chose. Et là on a un h. Alors identifier ce que c'est le H, hein, c'est ça la question. Vous avez peut-être déjà, vous aviez une idée. Donc ici, c'est quoi? C'est toujours conservation de l'énergie mécanique. Les frottements de l'air sont négligeables. Donc du coup, on va pouvoir dire que l'énergie mécanique au point A égale l'énergie mécanique au point B. Donc on égalise les deux. mgza plus 1,5 de mv0 carré égale mgzb. Du coup, on a encore le m qui va s'en aller. D'accord? Hop. Et on fait passer de l'autre côté le GZB. Donc ça nous fait G facteur de ZB moins ZA. Donc 1,5 de V0 carré, on fait passer le GZA de l'autre côté. Donc ça fait GZB moins ZA. Soit V0 carré égale, je fais passer le 2 de l'autre côté. Donc 2. Ah ouais, alors le M, hop, il est déjà parti. Donc 2G facteur de ZB moins ZA. Et ensuite, on passe à la racine pour avoir V0. D'accord? Et alors, c'est quoi le H au final? Le H, ce serait ZB moins ZA. Donc, ZB, altitude maximale, et ZA, l'altitude du point de départ. Alors, on connaît ZB, c'est 5 mètres, on connaît ZA, c'est 1,50 m, donc on va connaître évidemment ZB moins ZA. Et donc,
on arrive à racine de 2GH et on remplace par les valeurs pour trouver normalement une vitesse de 8,3 mètres par seconde au départ. Donc là, c'est la vitesse qui est donnée par le jongleur au point de départ. Et quand il arrive au point B, il va retomber parce qu'il n'y a plus de vitesse, évidemment, à ce moment-là. Vous pouviez résoudre cet exercice avec le théorème de l'énergie cinétique, en considérant qu'il n'y avait que le poids qui s'appliquait. Donc en disant que énergie cinétique au point B moins énergie cinétique au point A égale le travail du poids sur le déplacement AB. D'accord. Et là, je le fais oralement. Ça voulait dire quoi? Énergie cinétique au point B, 1 demi de m VB carré, moins énergie cinétique au point A, 1 demi de m VA carré, égale le travail du poids mg ZA moins ZB. Faites-le et vous allez retrouver la même chose, sachant qu'au point B, VB égale 0, qu'au point A, on l'appelle V0, la vitesse, et vous allez retomber évidemment sur la même chose. Donc, le théorème de l'énergie cinétique, pensez-y, vous pouvez l'utiliser tout le temps. Après, à partir du moment où les frottements sont négligeables, vous pouvez utiliser la conservation de l'énergie mécanique. Ensuite, répondez aux questions. On va vous diriger soit vers l'un, soit vers l'autre. Ici, on vous demandait l'expression de l'énergie mécanique, donc c'était plutôt vers le théorème de l'énergie mécanique qu'on voulait vous entraîner. Voilà, j'espère que ça va. Si jamais vous avez des questions encore, des choses mal comprises, n'hésitez pas. D'accord, parce que la vidéo, je ne suis pas toujours très... Je le fais qu'une fois, donc je ne refais pas les vidéos. Donc après, voilà, c'est spontané. Le dernier exercice, le water jump, je vais vous demander de le faire et de me le rendre pour lundi. Comme ça, vous allez essayer à partir de tout ça, essayer de le faire tout seul. Et lundi, je vous donnerai, pour que vous travailliez lundi, parce que lundi, vous me rendez le DM, enfin le water jump, et lundi, je vous donnerai encore des exos pour essayer que vous travailliez à peu près 2 heures là-dessus. Et pour la suite, on verra. Voilà. Bon courage à tous!